Emmanuel Levin, ça vous semble crédible cette hypothèse d'un raid à des fins électorales? Écoutez, je pense que c'est toujours cynique de faire ce genre d'affirmation. C'est pas la première fois. C'était à l'époque également, si vous vous en souvenez, au moment où Israël avait bombardé la centrale de Osirak en 1981. C'était également à la veille des élections israéliennes. Je pense que c'est quand même pousser le cynisme un peu loin de dire que ces raids, qui ont des conséquences internationales, des conséquences militaires, sont motivés par des considérations électorales. Emmanuel, une question à présent sur le comportement d'Israël en Syrie, qui n'est pas toujours très clair. Dans un premier temps, on avait l'impression qu'Israël était plutôt pour le renversement de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, vous allez y revenir tout de suite après Cyril. Maintenant, la Syrie accuse Israël de prendre parti pour les terroristes, c'est-à-dire pour la rébellion. Quelle est la position d'Israël? On verra tout de suite la position de Damas avec vous, Cyril, mais quelle est la position d'Israël là-dessus? D'abord, ça a toujours été la ligne de propagande de Bachar Assad, de dire que lui, il lutte contre les intégristes, contre les terroristes, et donc il faut le protéger. Ça a toujours été sa ligne de propagande vis-à-vis du monde, vis-à-vis... Et là, lorsqu'Israël attaque la Syrie... Bien entendu, et là, alors, maintenant, on sait très bien que aujourd'hui, Bachar al-Assad est l'allié principal de l'Iran, que c'est l'Iran qui le tient au pouvoir, et qu'il y a une présence iranienne qui n'est pas nouvelle, bien entendu, en Syrie et au Liban. Et il semble que là, cette présence iranienne militaire est atteint un nouveau stade, d'où la supposée intervention aérienne israélienne. On rappelle qu'à chaque fois qu'Israël est intervenu, c'était pour empêcher des livraisons d'armes en général pour le Hezbollah. Je vous rappelle également en 2008, lorsque Israël avait bombardé une centrale nucléaire qui était bien entendu, qui avait été construite là-bas avec la technologie nord-coréenne et avec le soutien bien entendu de l'Iran. Et ça, il y a 65% des Israéliens qui se disent favorables au départ de Netanyahou, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus Netanyahou Premier ministre, mais quand on leur demande qui convient au poste de Premier ministre, seul Netanyahou sort du lot. Ça veut dire que malgré toutes les tentatives de la gauche et du centre pour s'organiser, Emmanuel, personne ne s'impose. Vous savez, nous ne sommes pas un système présidentiel, il n'y a pas d'élection directe pour le poste du chef de l'exécutif. Nous sommes un système parlementaire avec la proportionnelle intégrale, et donc au bout du compte, celui qui forme le gouvernement, c'est celui qui a le plus de chances, comme on sait, de former une coalition. Donc ce n'est pas qu'il y a là une élection directe, comme il y a eu dans le passé, je vous rappelle, il y avait une réforme électorale qui avait échoué, qui avait élu le Premier ministre au suffrage universel pour la première fois en 1996 et la deuxième fois en 1999. Mais à part cela, le Premier ministre est issu d'une coalition. Et la question qui se pose après, comment est-ce que ces coalitions se forment? Alors c'est vrai que Netanyahou en lui-même n'est pas populaire aujourd'hui, et puis il a quand même été au pouvoir, si on prend en plus sa première cadence en 96, dans un total de 9 ans. Ça commence à faire énorme en Israël. Pour Israël, dans les standards israéliens, surtout ces 20 dernières années, c'est vrai que c'est beaucoup. En soi, il n'est pas populaire. Mais la question se pose deux choses. D'abord, quelles sont les alternatives en termes de leadership? Les Israéliens, même s'ils n'aiment pas beaucoup Netanyahou, ne voient pas non plus un véritable leader qui serait capable de le remplacer, premièrement. Et deuxièmement, y a-t-il un autre parti, un autre chef de parti qui serait capable de former une coalition? Et il y a un gros point d'interrogation sur cette question. Beaucoup de la scène nationale avec la gauche et le centre qui tentent de lui faire face, mais on ne parle pas beaucoup de son propre parti, où là aussi il y a des remous. Il y a sur la branche droite Tzipi Hotobelli par exemple qui appelle à l'annexion. Il y a Gideon Sa'ar qui hésite à revenir en politique. On a du mal à comprendre d'une part la ligne du Likoud, à savoir est-ce que c'est deux États pour deux peuples comme le dit Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est l'annexion de la Cisjordanie comme le dit Tzipi Hotobelli, et d'autre part est-ce qu'au sein même du Likoud il pourrait être poussé vers la sortie? La réponse est oui. Aujourd'hui il y a une certaine fatigue vis-à-vis de Netanyahou, dans la mesure où contrairement à d'autres leaders du Likoud, on pense bien entendu à Menachem Begin, qui avait un tout autre rapport avec ses électeurs et avec son parti. Benjamin Netanyahou a une relation qui est beaucoup plus méprisante vis-à-vis de son propre parti. Il y a une fatigue de Netanyahou au sein du Likoud, c'est très clair. Gideon Sa'ar n'a jamais quitté la politique, vous savez, il a juste pris une pause, mais il est toujours actif en politique. C'est une stratégie de sa part. On appellera président français de l'autre côté de la mer. Voilà, et donc il hésite encore, on saura d'ici demain ou après-demain s'il va se présenter contre Netanyahou, mais il est clair que s'il décide de se présenter, ses chances de gagner sont très élevées. Les conséquences seront lesquelles, concrètement? Il deviendra chef du Likoud. La conséquence concrète, c'est que s'il se fait élire, alors il sera chef du Likoud, et c'est lui qui sera candidat pour le Likoud au poste de... C'est crédible? C'est crédible. C'est crédible dans la mesure où, encore une fois, s'il se présente, ses chances d'être élu
sont élevés. Il y a une véritable fatigue de Netanyahou au sein du Likoud. Ça n'est plus le jeune Netanyahou des années 90 qui soulevait l'enthousiasme, qui savait bien parler, qui était jeune et beau gosse. Aujourd'hui, il a quand même 65 ans. Il a été au pouvoir depuis près de 9 ans. Et il y a une fatigue de Netanyahou au sein du Likoud, c'est très clair. Vous savez, l'ancien président du Conseil, Julian Andreot, il disait que le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Alors c'est vrai j'ai moi-même fortement critiqué Netanyahou sur sa volonté d'abandonner la présidence pour des raisons politiciennes. J'étais extrêmement critique à son égard là-dessus, donc j'abonde avec Simon sur ce point. Mais si on parle de décisions irresponsables, il faut bien reconnaître que dans sa coalition, il y a Yair Lapid, qui est le monsieur irresponsable numéro 1, avec ses semi-réformes sur l'économie, sa proposition de TVA zéro, etc. C'est du pur populisme. Donc nous avons là, avec Yesh Atid, des amateurs dans le gouvernement, des populistes, et il y a un véritable problème avec la coalition actuelle. Et je reviens également sur ce qu'a dit Simon, c'est vrai qu'il y a un éclatement de la carte politique qui est très dangereux parce que cette instabilité fait que nous n'avons plus un grand parti à droite et un grand parti à gauche pour former des coalitions, mais surtout nous avons des partis populistes d'anciens journalistes, de gens qui ne comprennent rien à la politique et chacun aujourd'hui veut son propre parti. Et cette instabilité, alors, elle est très dangereuse. Justement sur les de France, perdent leur temps en restant en France. Vous avez ici un expert de l'antisémitisme et je suis d'accord avec lui sur le fait que historiquement cela a été prouvé. Vouloir lutter contre l'antisémitisme, c'est véritablement lutter contre les moulins avant. Les juifs qui veulent prendre, et c'est la signification du sionisme, leur destin en main, ont la possibilité de le faire aujourd'hui et d'être souverains dans leur propre pays. Il y a également en France aujourd'hui un phénomène qui se répand également en Europe, d'un antisémitisme qui lui vient paradoxalement de ces mythes eux-mêmes, de cet antisémitisme islamique qui existe, on ne peut pas le nier non plus. L'antisémitisme islamique, c'est un phénomène qui existe, qui se répand aujourd'hui en Europe, et aujourd'hui la plupart des actes antisémites aujourd'hui en Europe et en France proviennent justement de cet antisémitisme islamique, on ne peut pas le nier. Alors, est-ce que quelqu'un manipule ces foules? Est-ce qu'il y a des leaders de ces foules? Est-ce que c'est spontané? Et s'il y a un leader, est-ce que à l'inverse, quelqu'un peut juguler ces foules? Comme vous l'avez dit, on a vu par exemple, la rue de la Roquette à Paris. Oui, on a vu effectivement ces manifestations également en place de la République, avec le drapeau du djihad et de Daesh et des roquettes en carton sur la place de la République. Ce n'est pas qu'il y a un individu ou une organisation déterminée qui pousse cela, il y a une idéologie derrière cela. Lorsque l'on brandit le drapeau de l'État islamique et du Hamas... C'est par ignorance ou c'est par conviction? Écoutez, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a aussi une conviction derrière, on ne peut pas l'ignorer. Il faut cesser avec le politiquement correct. Il y a là un enseignement haineux qui existe, que l'on retrouve chez le Hezbollah, que l'on retrouve sur le Hamas. La charte du Hamas est ouvertement antisémite. Elle accuse les Juifs d'être responsables de toutes les pires catastrophes du XXe siècle, de contrôler la finance mondiale. Il y a là aussi une vision qui voit dans la défaite des Juifs et la fin du peuple juif une victoire, une espèce de rédemption, de victoire de l'islam. On ne peut pas ignorer ce phénomène. Mais je crois que, encore une fois, pour qu'un pays comme la France puisse juguler ce phénomène, on ne peut pas sortir de la tête des gens les idéologies par la force. Mais je crois que la France au moins pourrait se montrer ferme lorsque le gouvernement de la République française a annoncé que les manifestations seraient illégales et n'applique pas ces décisions et laisse ces manifestations se tenir. Elle envoie un message que finalement l'état de droit n'existe pas. Et là, il y a un précédent très grave.